Maître Diogbenou, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers pendant devant les juridictions. Si c'est possible, Monsieur le ministre, dites-nous également où est-ce qu'on en est, pour que le peuple puisse comprendre que véritablement la lutte contre la corruption est en marche et que surtout, ce n'est pas une bataille des plus forts contre les plus faibles. Cette question s'adresse bien évidemment à Monsieur le ministre de la Justice. Monsieur le ministre, quelle appréciation faites-vous de tout ce qui est dit? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la justice d'aujourd'hui est une justice sélective. Quelle appréciation faites-vous de cette déclaration? Et puis, à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, tout récemment, notre pays, bon, je ne dirais pas une honte, mais notre pays a été un peu malmené par cette visite du chef de l'État à Paris. Bon, voilà, tout a été dit. C'est vrai, ça a soldé par la suspension du secrétaire général du ministère. Mais est-ce que vous pouvez nous apporter encore des éléments sur cette question? Ce serait très bien pour éclairer l'opinion. Merci beaucoup. Et à l'endroit, bien sûr, du ministre de la Justice. Elle est de savoir, Monsieur le ministre, ces derniers temps, nous sommes habitués à la sortie fréquente du procureur de la République, ce qui n'était pas le cas par le passé. Alors, puisqu'il est dit que c'est le ministre de la Justice qui organise la politique, en fait, au niveau de la maison justice, à quoi devons-nous attendre désormais suite à ces sorties? Est-ce que c'est la normale des choses ou quelque chose, un plan est derrière ce qui se passe? Ma deuxième question, Monsieur le ministre de la Justice, est de savoir pourquoi est-ce que le déni de justice aujourd'hui se fait plus sentir du côté du gouvernement. Quand je veux parler de déni de justice, je voudrais m'exprimer en ces termes où, devant la justice donne droit, par exemple, aux opérateurs économiques, aux particuliers, contre l'État béninois, où l'État béninois doit en réalité s'exécuter. Mais on constate que l'État délibérément refuse de respecter les décisions de justice. Je prends pour exemple la construction du siège de l'Assemblée nationale qui, entre-temps, était devant les juridictions, dossier dans lequel l'État béninois a été accusé et condamné à verser plus de 34 milliards à l'opérateur économique, je dirais celui qui avait la charge de la construction de cet immeuble. Jusqu'à présent, ce dossier, dans les couloirs du ministère, en tout cas de la Cour d'appel, n'est plus visible. Qu'est-ce qu'il en est, effectivement? Mesdames et messieurs les journalistes, mes très chers collègues, je voudrais commencer mes propos en guise de réponse par m'associer avec beaucoup de chaleur à la très bonne nouvelle sur laquelle reviendra sans doute mon collègue des Affaires étrangères, l'élection de notre compatriote Renala Pini-Gansou à la Cour pénale internationale en qualité de juge. C'est un événement de grande fierté nationale et il faut remonter quasiment à la veille de l'indépendance pour identifier un Béninois à ce niveau. Vous n'oubliez sans doute pas
que Louis Yancio Pinto a siégé à la Cour internationale de justice. Le ministre des Affaires étrangères me relèvera si j'ai tort. Donc c'est un événement de très grande portée nationale et c'est notre fierté à nous tous. Deuxièmement, je voudrais vous prier de considérer que c'est avec beaucoup de dignité, beaucoup d'honneur, beaucoup de fierté que, aux côtés du président de la République, nous faisons en sorte de faire fonctionner la justice, de faire en sorte que ce pourquoi vous l'avez élu, nos compatriotes l'ont élu, puisse devenir une réalité. Et pourquoi nos compatriotes l'ont élu? Compatriotes, quel que soit leur bord par ailleurs, ont exprimé une grande volonté, un grand vouloir de lutte contre l'impunité. Dans tous les aspects de lutte réelle contre l'impunité. La lutte contre l'impunité, vous en conviendrez, ce n'est pas une proclamation de foi. Ce n'est pas une théorie qu'il faut développer. Ce sont des actes qu'il faut accomplir. Ce sont des décisions courageuses, parfois douloureuses, qu'il faut prendre. Je voudrais rappeler à votre souvenir le serment du président de la République. Je voudrais rappeler à votre souvenir son discours d'investiture, quand il a notamment martelé qu'il fera de la lutte contre l'impunité et de la lutte contre la corruption un axe central de son action. Lorsque nous avons été sollicités à ses côtés, pour marquer cela, je veux aussi que vous vous souveniez de ce que nous avons pris une circulaire sur la politique pénale du gouvernement, que certains peuvent retrouver, dans laquelle nous avons marqué les principes de cette politique et les priorités de cette politique. Je voudrais insister sur quelques aspects de ces priorités. Les priorités pour le gouvernement, ce ne sont pas les infractions que les techniciens appellent les infractions à col bleu la couleur du mécanicien, les infractions de survie, vol d'un poulet, vol d'outils, vol à l'étalage, pour des personnes qui se battent quotidiennement pour leur survie, parce que l'État a une responsabilité économique. Mais pour que l'État puisse assumer sa responsabilité économique, pour faire en sorte que cette personne ne puisse succomber à cette tentation d'infraction à col bleu, il y a les infractions à col blanc. Vous et moi surtout peut-être plus que vous, celles et ceux de ma catégorie, ce sont les détournements de deniers publics, ce sont les prévarications, c'est la corruption. La priorité dans notre politique pénale, c'est la répression la plus absolue contre ces infractions, contre les trafics de tout genre, de toutes sortes. C'est la lutte acharnée contre les crimes de sang. C'est la lutte tout aussi acharnée contre les infractions à l'égard des personnes vulnérables, les femmes, les personnes âgées, les enfants, toutes formes et toutes sortes de traite. Depuis le 24 novembre 2016, une circulaire dont nous avons saisi tous les procureurs généraux, tous les procureurs de la République. Ce n'est donc pas, mesdames et messieurs, aujourd'hui, que l'action publique se mette en marche, que les enquêtes sont mises en œuvre. Je voudrais, de ce point de vue, en apporter
cette précision, apporter cette précision. Pour vous dire que sur les dossiers relatifs à la justice, j'en dirai ce qu'un ministre de la Justice, membre du gouvernement, peut en dire. Je n'en dirai pas ce qu'une autorité publique, un ministre ou un citoyen ne doit pas en dire, parce que ce sont les dossiers qui sont en cours d'examen devant nos juridictions. Alors qu'est-ce que l'on peut en dire? Vous regardez dans tous ces dossiers, vous n'avez pas une seule personne qui conteste réellement la matérialité des faits. Lorsque dans une société d'État, l'on falsifie les commandements, l'on falsifie les éléments d'authentification, les décharges, lorsque, aux dépens de la société, l'on siphonne les fonds que l'on met dans une banque privée, vous ne pouvez pas demander au gouvernement de ne pas se poser la question de savoir si cela est tout au moins vrai, et si cela est vrai, qu'il faut réprimer. Lorsque dans une administration, l'on prend les États par lesquels on rentre en contrat, les formulaires de contrat des agents contractuels de l'État, que l'on falsifie, que l'on procède à un recrutement par soi-même d'agents contractuels de l'État, que l'on passe des étapes, que l'on entreprend des gens pour formaliser cela, et que l'État paye indûment des personnes qui ne sont pas régulièrement recrutées, vous ne pouvez pas demander à un État, à un gouvernement, de s'abstenir, de ne pas saisir les juridictions. Lorsque, dans une entreprise qui s'occupe des cotisations des travailleurs, de la gestion de ces cotisations, vous êtes gouvernement, et une institution aussi importante que la Banque centrale établit et vous informe de ce que, alors qu'une banque était sous administration provisoire, alors que cette banque a failli se voir retirer son agrément par l'institution communautaire, que pendant cette période, près de 17 milliards de vos cotisations, des cotisations de nos parents, de ceux qui sont à la retraite, sont confiés à cette banque-là. Vous ne pouvez pas demander à ce gouvernement de ne pas s'interroger sur les responsabilités. Vous ne pouvez pas le dire. Ce faisant le contraire, le président de la République aurait manqué à son serment. Faisant le contraire, le président de la République aurait ratifié cette impression générale de l'impunité dans le pays. Ce que le gouvernement a fait, c'est de dire au ministre de la Justice, saisissez les juridictions compétentes sur ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas, vous, lorsque vous avez vos ressources, que vous voulez placer dans une banque, vous ne pouvez pas, à titre personnel, vous poser la question de savoir le degré de fiabilité de la banque. Et si vous le faites pour les deniers publics, c'est que vous n'avez pas pensé au public, vous avez pensé à vous-même, dans cette condition. Mesdames et messieurs, c'est ce que je peux leur dire. Le plus grave, ce serait de ne pas agir. Le plus grave, ce serait de se taire.
n'a le monopole de la générosité, de l'amitié, de la considération des personnalités. Vous imaginez bien que dans un passé que quelqu'un a rappelé, nous avons travaillé aux côtés de Laurent Médor. Que dans le dossier d'Anivor, que nous avons agi à ses côtés, qu'il a été à la manœuvre, vous imaginez bien, que l'on ne peut pas être un être humain et ne pas s'en souvenir. Faut-il placer cette considération personnelle au-dessus de la considération de l'État? Faut-il, en plaçant cette considération personnelle au-dessus de la considération de l'État, refuser de s'interroger? 17 milliards. Aujourd'hui, l'État a dû entrer dans une opération de recapitalisation de la banque. Ce qu'il n'a pas fait depuis 1990, où les banques publiques ont été liquidées. Pourquoi l'État a été obligé de rentrer dans cette recapitalisation? Parce que si l'État ne le faisait pas, l'agrément serait retiré. Et les 17 milliards seraient où? Quelle est la capacité de l'État béninois, en l'absence de la protection de ses avoirs, des mesures à prendre pour que la BID puisse avoir d'oxygène, faire en sorte que ces avoirs ne disparaissent pas? Quelle serait la capacité de l'État de réparer ce qui aurait été une situation, de remettre en place ce qui aurait été une situation très grave, et de payer les pensions de retraite? Il y a des décisions qui sont courageuses tout en étant douloureuses. Je voudrais profiter de cette occasion pour me prononcer sur le grief de la sélectivité précoce. Le grief de la sélectivité précoce. J'ai exposé tout à l'heure. Et cela sera ainsi. Parce que cette criminalité à col blanc, ce sont nos amis à tous, ce sont nos parents à tous. Nous sommes dans une classe sociale où ce sont des gens de proximité qui peuvent accomplir ces actes-là. Il en sera ainsi de plus en plus. Parce que, évidemment, lorsque les enquêtes prospèrent, qu'on découvre ces manœuvres et qu'on se croise les bras, le plus grand tort, c'est pour la grande masse, au dépend de la grande masse de la population. Il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de sélectivité. Pourquoi vous n'avez pas parlé de sélectivité lorsque le président de la République, lorsque le Conseil des ministres relève de leurs fonctions? Certaines autorités, tout de même, qui sont d'une proximité relative avec les ministres. Pourquoi, lors du dernier Conseil des ministres, personne n'a évoqué la sélectivité lorsque le directeur de l'ANAC a été relevé de ses fonctions? Pourquoi? Pourquoi dans les dossiers de l'ONASA, de la SONAPRA, des personnes qui travaillent quand même avec nous au quotidien pour redresser le secteur de l'agriculture et bien d'autres secteurs, lorsqu'on a constaté et qu'on a enclenché la procédure disciplinaire, pourquoi vous n'avez pas parlé de sélectivité? Pourquoi? Pourquoi la sélectivité aurait été que Dioguéni Joseph, lorsqu'il ne serait pas, lorsqu'il aurait fini ses fonctions, et qu'on découvrirait quelque chose, et qu'on l'appellerait à se présenter devant une juridiction, toute la population va se lever, non, c'est Dioguéni Joseph. Pourquoi serait-ce une sélectivité? Pourquoi moi je vais échapper à rendre compte devant la justice? Pourquoi? Parce que je suis un passé politique, parce que je suis dans la politique, parce que je suis bien habillé, parce que je sais bien parler, et par conséquent, l'émotion est grande. Lorsqu'on m'interpelle, mesdames et messieurs, c'est l'occasion de dire à nos compatriotes que la justice est à l'égard, c'est comme les hôpitaux. Tant qu'on vit, on ne peut pas considérer que jamais de sa vie,
on y entrera. C'est un espace de vie. Ce sont des hommes et des femmes qui jugent. Ce sont des hommes et des femmes qui sont interpellés. Nous aussi, nous allons nous y présenter, si l'occasion se fait sentir. Il faut normaliser, il faut banaliser les interpellations. Parce que chaque personne qui est exposée dans l'espace public à manipuler les deniers publics, à gérer les personnes publiques, nous qui sommes ici, nous sommes appelés d'une manière ou d'une autre à cette reddition de comptes, parce que ce sont des risques que les uns et les autres prennent. Ce n'est pas parce que le moment est venu pour qu'on le rende compte, qu'on va considérer, on va se souvenir qu'on a un politique, qu'on a un passé, et qu'il y a sélection. Je voudrais dire aussi, mesdames et messieurs, que cette procédure que l'on a engagée avec courage et dont on attend les résultats au plan judiciaire, ces procédures sont un signal fabuleux, un signal formidable pour nous qui sommes en responsabilité. Parce que le gouvernement actuel ne peut pas déclencher cette lutte contre l'impunité et s'absoudre lui-même, quel que soit le temps, de sa propre responsabilité si des choses équivalentes venaient à être découvertes. Et c'est un appel à nous autres qui sommes en responsabilité de savoir comment nous gérons. Qui gagne dans cette affaire? C'est l'État qui gagne dans cette affaire. C'est notre pays qui gagne dans cette affaire. Vous n'imaginez pas quelles sont les précautions que nous autres nous prenons aujourd'hui. Vous n'imaginez pas. Pour assurer une qualité dans la gestion des ressources publiques. Si on ne commence pas par le faire, l'État restera tel que nous l'avons vu. Et ce serait dommage pour le pays. Pourquoi aujourd'hui on s'étonne de ce que chaque unité de police, chaque unité de gendarmerie, la plus petite unité de police ou de gendarmerie a 600 000 francs le mois. Pourquoi? Pour protéger les populations, pour faire les patrouilles, pour avoir de carburant, etc. Pourquoi 4 milliards par an? Où est-ce que nous avons trouvé, où est-ce que le président de la République trouve ces 4 milliards par an? Ces 4 milliards n'existaient pas. Pourquoi avant, le gendarme et le policier demandent aux populations de payer pour qu'il assure sa propre sécurité? Et pourquoi maintenant, c'est l'État qui paye et que la population reste tranquille? Pourquoi? Où est-ce que nous trouvons ces 4 milliards? Ce sont les économies que nous faisons. Pas cette prévention, pas cette lutte contre la corruption. Pourquoi le ministre des Affaires étrangères interviendra là-dessus? Pourquoi pour les grands projets, lorsque le gouvernement va sur le marché financier international, pourquoi les prêts sont faits à des taux concessionnels? Pourquoi le Bénin choisit son prêteur d'argent? Pourquoi le Bénin maintenant réfléchit à un espace de décision? Parce que le Bénin a une marge économique. Parce qu'il peut dire avec responsabilité quel est son choix. Voilà les raisons pour lesquelles la lutte sera poursuivie. Et vous me dites, aujourd'hui, mais pourquoi le procureur de la République intervient? C'est comme ça dans un pays normal. Ce n'est pas le ministre de la Justice qui répond de la justice. Depuis que nous sommes arrivés, nous sommes interdits d'intervenir et de rendre compte. Le procureur de la République, les procureurs de la République joueront leur partie. Informeront, vous informeront du déroulement de ces procédures. Vous avez parlé du respect de l'exécution des décisions de justice. Vous avez mal choisi les uns. Vous parlez de déni de justice et vous dites quand même, sur le siège de l'Assemblée nationale, il y a une décision de justice. Et vous dites aussi que le dossier est à la cour d'appel. Vous pouvez demander au gouvernement d'exécuter ce qui est à la cour d'appel. Je me demande, mais ce sont vos deniers. Ce sont nos deniers. La reprise des travaux à l'Assemblée nationale est une préoccupation majeure pour le président de la République, comme elle est, pour l'ensemble des députés. Mais on ne peut pas avancer sans qu'on ne règle pas ces situations. Je ne vous dis pas ici
ce que nous avons entrepris pour voir régler à l'amiable cette affaire. Ce dont je puis vous assurer, le gouvernement est encore disposé à être le bénéficiaire de la décision sur laquelle nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cela que le dossier est devant la Cour d'appel. Rappelez-vous, ce n'est pas ce gouvernement qui a interjeté à peine. Mais au fond, vous avez parlé de 32 ou 39 milliards. 32 ou 39 milliards. Chacun de vous essaye peu ou prou de construire son habitation. Vous pouvez imaginer, si nous avons besoin, si nous aurions dû avoir besoin de cela pour finir l'Assemblée nationale. Et en responsabilité, on doit se poser des questions. Si nous payons 32 ou 39 milliards de dollars de francs CFA, combien nous allons payer pour finir l'Assemblée nationale? Et à combien cela va revenir? Si vous êtes en responsabilité, vous ne réfléchissez pas à la question, vous êtes irresponsable. Vous devez trouver les moyens pour que cela revienne le moins cher possible à l'État. Et certains citoyens sont poursuivis pour un vol sac de riz, d'autres non. Vous me rejoignez, monsieur. Vous me rejoignez. Vous savez, j'ai fait un tour à la prison, dans les prisons civiles, dans les maisons d'arrêt. J'ai retrouvé une situation à Boumé-Calavi, à l'époque, sur 1020, 1080 personnes, il y a quasiment 1000 en détention en attente de jugement. Les chiffres sont déjà revenus à la normale. Mais qui sont dans ces lieux? Qui? Pour trafic de terrain, pour vente de terrain, pour vol, etc. Mais ceux-là, mesdames et messieurs les journalistes, vous n'écrivez pas sur eux. Il n'y a pas de syndicalistes qui se mobilisent, il n'y a pas de grève pour eux, contre eux. Il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Ils ne sont pas génétiquement aussi constitués comme nous. Pourquoi eux? Ils n'ont personne. Pourquoi vous ancrez dans la culture du Bénin que lui, qui est à Calavi à la prison civile depuis 5 ans là, il peut rester. Celui qui est à Misrete peut rester. Celui qui est à Parakou peut rester. Il n'y a pas de politique qui défile. Il n'y a pas de syndicalistes qui s'expriment. À l'Okosa, nous n'avons pas de juge d'instruction. Les gens sont en détention provisoire depuis des années, on se bat pour ça. Personne ne s'interroge. Pourquoi? Mais moi, si je reçois la moindre convocation aujourd'hui, toute la communauté va se me voir. Pourquoi? Parce que c'est Joseph Diawé. Lui, il n'a pas sa place là-bas. C'est cette culture-là qu'il faut renverser. Et si vous dites cela, vous nous rejoignez. Vous nous rejoignez. Là, répondre d'eux. Nous devons chacun répondre de nos actes. Je pense que j'ai essayé de répondre à vos préoccupations, mais c'est la nature de celui dont on a rappelé qu'il a été avocat. Il veut beaucoup intervenir, mais il faut qu'il apprenne à se retenir. Et je me retire. Je vous remercie. Troisième et dernière question. Il y a le capitaine Patrice Tréco qui est mis en arrêt de rigueur. Et tout récemment, il y a une sanction qui est tombée. Une absence de salaire pendant plusieurs mois. Pour son péché, pour avoir dénoncé un cas de gré à gré, est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une atteinte à la liberté d'expression et au-delà de ça, un moyen pour le gouvernement de faire taire les cas de dénonciation? Merci. L'Ordre des avocats du Bénin a publié tout dernièrement un rapport sur la situation des détenus. Est-ce que vous avez eu connaissance du rapport? Une fois ce rapport à votre niveau, si c'est le cas, quel a été le sentiment qui vous a animé en tant qu'humain? À titre d'exemple, plus de 1000 détenus pour 200 personnes prévues à la prison civile de Porte-Novo. Mélange des détenus, insalubrité, vidange des fosses septiques par les prisonniers, absence d'infirmiers, absence de produits de première nécessité, le non-respect de la ratio alimentaire, forte présence de détenus à titre provisoire, 96%, non-respect de la durée des détentions, entre autres. Oui, et troisième question, toujours à l'endroit du ministre de la Justice. Et la détention préventive. La détention préventive. Est-ce qu'il
il n'est pas temps de penser à changer les choses. Je ne suis pas technicien de la matière. Est-ce que c'est le code de procédure pénale qu'il faut revoir? Parce que ça devient de trop. Des gens séjournent, voire des décennies en prison. Et après, c'est parfois même, ils sont libérés, c'est des innocents. Est-ce que ceux-là sont dédommagés après? Est-ce qu'il n'est pas temps, si c'est le code de procédure pénale qu'on doit revoir, est-ce qu'il n'est pas temps? Ça, c'est ma troisième question. Monsieur Oubedi me demande d'occuper l'espace en 5 minutes. Je ne veux pas être suspecté de ministre qui retient l'information. Je veux bien assurer aux uns et aux autres des informations les plus pertinentes. Je m'associe parfaitement à ce qui vient d'être dit. Quelques séquences donc. L'affaire Trépeau, le RAVIP, la situation de vie dans nos milieux carcéraux qui laisse penser que c'est possible de revenir sur le code de procédure pénale. On va en dire quelques mots. Je voudrais vous remercier de vous associer à cette lutte contre l'impunité. C'est nécessaire pour nous. Cette lutte contre l'impunité a une dimension non pas seulement morale. L'État n'a pas à s'occuper en principe de ce qui est du fort intérieur. Chacun de nous, on peut être vilain, on peut être vertueux. Tant qu'on est dans la société, on intéresse l'État. La question essentielle pour l'État, c'est le dynamisme économique, l'attractivité économique, le raffermissement des liens sociaux. Si on ne lutte pas contre l'impunité, notre pays est moins attractif. Il est impossible de solliciter de Exim Bank, de solliciter des États-Unis, de solliciter des places financières, de lever les fonds et dire, nous, à l'intérieur, le port peut être mal géré, l'aéroport peut être mal géré, etc. Et de ne pas assurer la garantie de nous-mêmes, pas nous-mêmes, de nos propres ressources. Ce n'est pas possible. Sur le plan économique, nous avons un défi majeur. Et la lutte contre l'impunité est l'un des défis les plus importants. Et en plus, c'est un défi social, l'équilibre social, la justice sociale. J'ai été surpris qu'à l'occasion de certaines affaires, que celles et ceux qui incarnent la loi, les députés, qui incarnent la société, les responsables syndicaux, de grandes personnalités, se déploient comme dans une manifestation d'ostracisme contre l'interrogation simplement. L'enquête, c'est l'interrogation de personnes. Nous devons faire en sorte que les citoyens se rallient à l'élite politique. Les citoyens vont nous jeter la pierre. Si chaque fois ça nous interpelle, ça nous intéresse, nous avons un clan, un club de protection, d'autoprotection. Nous devons assumer la responsabilité de dire que nous sommes comme les autres. C'est ça la justice sociale. Et ça rejoint la question de l'environnement carcéral. De qui il parle? De personnes qui sont détenues, qui n'ont même pas à manger, etc. Qui sont ces personnes? Pensez que quelqu'un comme moi, à la prison de Misrété ou à la prison civile de Cotonou, n'aurait pas à manger? Non. Ce n'est pas de nous que vous parlez quand on parle de l'environnement carcéral. Ce sont des milliers de personnes qui se battent pour la survie, qui chutent. Qui chutent. Qui n'a pas chuté dans sa vie? Qui chute pour le manger, pour le lit, etc. Mais eux, puisqu'ils n'ont personne, ils sont mis en détention provisoire. Je vous demande de regarder celles et ceux qui sont dans ces situations. Ils sont mis quotidiennement en détention provisoire. Je commence donc par cette question de la détention provisoire. Nous avons aujourd'hui 7890 personnes dans nos 8 maisons d'arrêt.
7890 personnes. Parmi ces 7890 personnes, nous avons 2910 personnes condamnées. C'est-à-dire qui sont dans les maisons d'arrêt à raison de ce qu'il y a une décision de condamnation. Le reste, les 4900 et quelques, ce sont les personnes en détention provisoire. C'est un problème. C'est un problème. Il faut régler. Je vous ai parlé, la première solution, c'est que le gouvernement, à travers le ministre de la Justice, qui s'occupe de la politique pénale, c'est-à-dire des choix importants à faire, puisse asseoir cette politique pénale. C'est cela qui se traduit par la circulaire, dont certains sans doute auront copie, dans laquelle nous avons dit cette délinquance à col bleu, nombreuse, eh bien, il faut que les procureurs de la République aient la compréhension nécessaire. S'il y avait du travail pour tout le monde, peu chercheraient à voler. Et donc, c'est l'État de faire en sorte que l'environnement économique soit satisfaisant, etc. Mais nous avons dit aussi, et je le rappelle, que celles et ceux qui ont le minimum, plus que le minimum, mais qui sont dans la délinquance du confort. On veut avoir 3 maisons, on veut avoir des BMW, on veut tout avoir. Ça, c'est la délinquance de confort qui conduit à escroquer, qui conduit à détourner les fonds publics, qui conduit à mal gérer. Cette délinquance de confort doit faire l'objet de la répression la plus absolue. Je profite de l'occasion pour dire, toujours dans le sens de ce que vous avez relevé, que par exemple à la police nationale, nos unités de gendarmerie de police, vous n'avez pas relevé ça, vous n'avez pas dit qu'il y a une justice sélective là. Lorsque les fonds mis à disposition pour faire en sorte que nos populations soient mieux protégées, eh bien, ces fonds sont mal gérés. Près de 39 responsables des unités de police, 40 responsables des unités de police et de gendarmerie. Le Conseil des ministres a décidé qu'ils soient relevés de leurs fonctions. Si on ne le faisait pas, est-ce que l'on va continuer par accompagner pour que chacun puisse être protégé? Donc la rigueur, elle est de mise. Elle est notre élément principal de protection. La protection de nous-mêmes, la protection de nos enfants, la protection de notre pays, la dignité nécessaire pour notre pays. Et donc sur les questions des milieux, des maisons carcérales, la solution donc c'est l'orientation politique, nous l'avons fait. La solution aussi, c'est la réorganisation. Une importante réforme est intervenue. Le gouvernement a pris la décision de séparer les maisons d'arrêt des maisons de correction. Pour être plus simple, on parle de maisons d'arrêt lorsque vous attendez votre juge. Là où vous attendez votre juge, lorsque vous êtes privé de liberté, c'est la détention provisoire. On parle de maisons de correction, de prison, lorsque vous êtes condamné, vous séjournez. Dans notre pays, on mélange les maisons d'arrêt et les maisons de correction. C'est-à-dire, si vous allez à la prison civile de Cotonou, il y a des personnes qui attendent d'être jugées, comme il y a des personnes qui sont condamnées. Le gouvernement a décidé de séparer les deux. Ce qui fait qu'au niveau de chaque tribunal de première instance, on aura une maison d'arrêt. Ce qui fait que nous aurons de grandes maisons de correction, Misreté par exemple, Abomey par exemple, Parakou par exemple. Lorsque les juges condamnent à une peine d'emprisonnement, les personnes condamnées vont séjourner dans ces maisons de correction. Cela nous permet d'avoir une lisibilité sur ce que vous appelez la surpopulation carcérale. Parce qu'on parle de la surpopulation carcérale au sens strict, lorsque la place à occuper l'est par les personnes condamnées à une décision de justice portant privation de liberté. Nous n'en avons que 2000 et quelques. 2000 et quelques. Et donc il faut nuancer. Le BD n'est pas ce cimetière de l'emprisonnement. Il nous faut une nouvelle méthode de gestion. Et le gouvernement aussi a accepté de faire une réforme dans la gestion des maisons d'arrêt et des prisons. En impliquant les opérateurs privés, en faisant en sorte que les gens mangent mieux, que les gens soient mieux soignés, qu'il y ait des moyens de transport adéquats pour les conduire vers leur juge, qu'il y ait du travail à l'intérieur de la prison. Deuxième préoccupation, c'est au niveau de M. Tréco. Je voudrais que vous preniez ce sujet avec la sérénité requise. Que vous entendiez ce qui a été dit.
dans ce qui a été dit, il y a ce qui relève de l'agent du fonctionnaire, justiciable, du conseil de discipline. J'ai appris que le conseil de discipline s'est prononcé. Bien. Mais il y a ce qui relève du détenteur de l'arme, de la tenue, dont le président de la République, pour lequel le président de la République est le chef suprême des armées. Et lorsque celui-là dit qu'il va mettre hors d'état de nuire, je vous suggère d'entendre ça. Je vous suggère de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres dans d'autres corps, dans un état que nous construisons, que nous reconstruisons. 1990, la séparation, le retrait des militaires de la vie civile, de la vie politique. Depuis 90, personne n'a entendu ça. Il y a que vous devriez, avec ce que vous avez entendu, vous poser la question. C'est celui qui peut mettre hors d'état de nuire à l'occasion des actes que l'on a accomplis au niveau du gouvernement. Celui-là, lorsque le pays est dans une situation d'attaque, est-ce que le chef suprême des armées peut le retenir et s'il peut obéir au chef suprême des armées? Je voudrais que vous intégriez cela. Ce qui nous occupe dépasse nos individus, nos personnes. C'est l'État. Et dans l'État, il y a des règles, il y a des postures, il y a des tenues. Donc sans doute, le Conseil de discipline l'a statué. Mais vous devriez intégrer aussi ce qui relève du manquement aux armes. En ce qui concerne le RAVIP, nous venons de faire un mois. L'occasion viendra pour la Commission nationale de supervision, les opérateurs, le comité technique de pilotage et l'agence nationale de traitement de rendre compte de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. Et il n'y a pas d'inquiétude. J'entends beaucoup de choses. Vous savez, pour le premier mois, les chiffres sont autour de environ 1,7 million, entre 1,5 million et 1,7 million de personnes qui ont été enregistrées. Nous avons 6 mois. Et je veux vous dire que vous allez multiplier ce chiffre par 6. Et je veux vous dire que le recensement administratif à vocation d'identification de la population, c'est une activité permanente pour l'État. Il y a des enfants qui ne sont pas nés aujourd'hui, qui vont naître après 6 mois, ils seront recensés. Il y a des personnes qui pourraient ne pas être recensées aujourd'hui, ils seront recensées. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la phase initiale, le recensement initial, à vocation d'identification de la population. Ce recensement initial nous permettrait d'avoir une masse de personnes. Après les 6 mois, bien entendu, nos mairies, nos communes, nos différentes structures délocalisées, décentralisées, déconcentrées, vont poursuivre parce qu'il est de la responsabilité de l'État, de manière continue, de connaître la population, de connaître les personnes, d'avoir un registre de la population. Je suis heureux que, à la suite du Bénin, la Côte d'Ivoire s'engage dans ce recensement. Ce recensement, la Côte d'Ivoire s'engage dans ce recensement. Alors les préoccupations, est-ce que les kits sont suffisants? Non. Parce que le système, le mécanisme n'est pas celui de l'enrôlement en vue de l'élection. C'est pour cela qu'il y a de la mobilité, il y a de la disponibilité, il y a de la souplesse. Il y a sans doute un effort important que nous allons davantage accomplir à l'égard de nos populations. Afin qu'elles sachent que partout où elles se trouvent, elles peuvent se faire inscrire. Partout. Et que les opérateurs quittent, les agents formulaires viendront à nos populations. Au lieu indiqué ensemble avec les élus locaux. Je voudrais vous rassurer que cette opération est déjà un succès. Elle est déjà un succès. Le premier mois que nous avons fait. Et les efforts continus seront
déployer pour que le succès soit total. Voilà ce que je voudrais dire en complément. Au nom de mes collègues, vous remercier de cette attention que vous avez observée, de cet intérêt que vous manifestez pour les actions du gouvernement et vous rassurer que le gouvernement tient la rampe avec beaucoup de rigueur en vue de l'atteinte des objectifs inscrits au programme d'action du gouvernement et qu'il n'y a pas d'espace de diversion possible, que effectivement ce qui est promis sera réalisé dans la large mesure possible. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Madame la ministre de la fonction publique et du travail, en tout cas c'était un moment formidable. Je laisserai le dire comme dit le mot de fin. En tout cas, nous avons passé un très bon moment avec vous. Je vous remercie. Merci.